Il lui avait un jour dit qu'elle était tout pour lui. Enfant, il s'accrochait à ses jambes comme si elle était le seul refuge au monde. Elle l'avait élevé comme s'il était sorti de son propre ventre, comme si son cœur n'avait jamais su faire la différence entre le sang et l'amour. Elle avait essuyé ses larmes, lui avait lu des histoires pour s'endormir, assisté à chaque spectacle de l'école, et cru, de toute son âme, que l'amour suffisait pour fonder une famille. Mais aujourd'hui, des années plus tard, il ne lui avait pas rendu cela avec de la gratitude ou du respect, mais avec une serrure changée et un rejet glacial. Il l'avait jeté comme un courrier périmé. C'était un jeudi, en fin d'après-midi, un de ces jours indécis où le ciel reste lourd et gris, sans savoir s'il va se percer de lumière ou sombrer complètement. Le vent soufflait doucement, et Elena se tenait sur le perron, dans ses pantoufles usées, les talons douloureux après la marche depuis l'épicerie. Sous le bras gauche, elle portait un sac en toile réutilisable, décoré de tournesols délavés. À l'intérieur, il y avait un pain complet, 3 boîtes de haricots et un poulet rôti encore chaud dans son emballage en plastique. Ça sentait le dîner, le réconfort, la maison. Elle appuya la hanche contre la porte d'entrée. Sa porte, celle avec la petite bosse en bas, laissée par Marco quand il avait foncé avec son tricycle des années auparavant, et quelque chose sembla étrange. Elle s'arrêta, essaya la clé. Le geste familier, course, clé, tournée, entrée, était soudain brisé. Le métal raclait mais n'accrochait pas. Elle fronça les sourcils et recommença, plus lentement, puis plus vite. Puis à l'envers, pensant que ses doigts étaient peut-être raides, qu'elle était fatiguée, qu'elle avait peut-être simplement un de ces moments où le corps oublie un geste 1000 fois fait. Mais ce n'était pas sa main le problème, ni sa mémoire, c'était la serrure. Le peigne avait été changé. Un étrange calme s'installa dans ses os, celui qui arrive quand quelque chose se brise doucement en soi. Elena frappa une fois, doucement, perplexe, puis une autre, plus fort. Et comme personne ne répondait, elle frappa encore, cette fois avec le côté du poing, en essayant de ne pas faire tomber le sac. Ses jointures cognèrent le bois dans un bruit sourd qui résonna dans ses oreilles. Son cardigan bleu pâle, celui qu'elle portait toujours lors des après-midi frais, flottait légèrement au vent. Il sentait l'adoucissant à la lavande et les soirées silencieuses passées seules. Elle se tenait toujours sur le même perron qu'elle occupait depuis 22 ans. Mais soudain il lui semblait étranger, puis la porte grinça, juste un peu. Valeria, la petite amie de Marco, jeta un œil dehors, comme une cliente sortant d'une chambre d'hôtel. Ses sourcils se haussèrent, surprise, comme si la présence d'Elena n'avait rien à faire là. « Oh, salut, tu n'étais pas censé rentrer si tôt ?» Elena cligna des yeux. Les mots lui parurent étranges. « Pourquoi je ne peux pas entrer dans la maison ?» Sa voix n'était pas en colère, juste vide. Valeria hésita. Son regard alla vers le couloir à l'intérieur, puis revint à Elena. Elle se dandina, gênée, et sortit en refermant doucement la porte derrière elle. « Je crois que Marco voulait en parler. » Elena ne bougea pas. « Me parler de quoi ?» Le visage de Valeria se crispa dans cette expression gênée et désolée que prennent les gens quand ils ne veulent pas être porteurs de mauvaises nouvelles, mais n'osent pas refuser. « Tu n'habites plus ici !» Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau calme, brisant la surface. La respiration d'Elena se bloqua. Ses bras se raidissaient, ses doigts se refermèrent sur les poignets de son sac comme s'il s'agissait d'une ancre au milieu de la tempête. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Sa voix se brisa, presque un souffle. Valeria esquissa un sourire tendu, celui qu'on affiche quand on fait semblant que tout va bien. « C'est juste une histoire de papier, rien de personnel. Marco a dit que tu avais accepté de transférer l'acte de propriété. » Les yeux d'Elena se plissèrent. « J'ai quoi ?» Valeria haussa légèrement les épaules. « Il a dit que tu avais signé il y a quelques semaines. Tu te souviens ? Les papiers sur la table de la cuisine, ceux que vous avez lus ensemble ?»
Quelque chose commença à bouillonner dans la poitrine d'Helena, une panique lente, montante, mêlée à une prise de conscience amère. La mémoire lui revint par fragments, les papiers, la manière dont Marco avait écarté ses questions, avec des sourires rassurants et une voix douce. Il lui avait dit que c'était de la routine, juste de l'administratif. « On doit mettre les choses en ordre, maman », lui avait-il dit. « Ça protégera la maison si jamais il t'arrive quelque chose. » Elle l'avait cru. Elle lui avait fait confiance à son fils. Et maintenant ses mains, autrefois sûres d'elle après tant d'années à prendre soin des autres, tremblaient. Valéria ne proposa ni aide, ni réconfort. Elle murmura quelque chose à propos d'appeler Marco, puis disparut derrière la porte. Elle se referma, verrouillée. Encore. Helena resta figée. 1 minute passa. Puis une autre. Puis 5. Puis 10. Personne ne revint. Personne n'ouvrit la porte. Et elle, Helena Jiménez, mère, infirmière, veuve, survivante, ne frappa plus. Elle ne frappa pas à nouveau, pas quand l'air lui semblait rempli de rejet et que le perron ne la reconnaissait plus. À la place, Helena recula, lentement, prudemment, comme si la terre pouvait s'effondrer sous ses pieds au moindre faux pas. Elle descendit les marches, comme une femme qui abandonne les derniers fils d'une vie qu'elle avait patiemment tissée pendant plus de 20 ans. Le sac de course lui pesait sur un bras, et dans l'autre, le poulet rôti reposait contre son flanc, bercé comme un enfant. Chaud, parfumé, oublié. Il avait été un repas. Il était devenu le symbole de tout ce qu'elle portait avec elle. Des projets, de l'amour, du réconfort, une raison d'être, un désiré, rejeté. Elle ne savait pas où ses pas allaient la mener. Le trottoir s'étirait devant elle comme une question sans réponse. Mais une chose résonnait plus fort que le clic de la serrure derrière elle. Elle ne retournerait pas à l'intérieur. Ce n'était plus chez elle. Cette porte, cette maison, cette vie, rien de tout cela ne lui appartenait plus. Non pas parce qu'elle l'avait abandonné, mais parce qu'on le lui avait pris. Et ce que Marco avait volé allait bien au-delà des briques et du bois. Il ne s'était pas contenté de réclamer l'acte ou l'espace qu'elle avait payé, mois après mois. Il était allé chercher plus loin, sa confiance, son sentiment d'appartenance, la part d'elle qui croyait que l'amour, le vrai, ne pouvait jamais devenir une transaction. Et cette trahison avait réveillé quelque chose de dangereux. Elle avait réveillé la version d'Helena qui sommeillait sous les routines, les gratins et les mots croisés du dimanche. Elle avait réveillé la femme qu'elle était bien avant que ce perron lui appartienne, avant qu'un enfant l'appelle maman, avant que Valéria ne lui adresse ce sourire vide derrière une porte verrouillée. Helena n'avait pas toujours été cette femme en pantoufles allant faire ses courses, la lavande rangée dans le placard. Elle avait autrefois été de l'acier sous la peau, courageuse face à la perte. Elle avait été une mère, mais pas seulement par le titre. Elle avait aimé un enfant que personne ne voulait, et cela faisait d'elle une femme dangereuse, dans le bon sens du terme. En 1996, Helena parcourait les couloirs éclairés au néon de l'hôpital St. Joseph à Jackson, Mississippi, principalement de nuit. Elle était infirmière de service, des mains sûres, une voix douce, le genre de femme à qui les patients faisaient confiance avant même d'ouvrir les yeux. Le genre d'infirmière qui savait réconforter sans infantiliser, qui restait 10 minutes de plus après chaque garde pour vérifier ses dossiers. Ses cheveux étaient toujours impeccables, sa tenue toujours repassée, et son chagrin soigneusement dissimulé derrière son professionnalisme. Elle avait depuis longtemps accepté qu'elle ne serait pas mère comme elle l'avait un jour espéré. 2 fausses couches avaient lentement vidé son espoir, comme un ballon qui se dégonfle en silence. Et les traitements de fertilité qui avaient suivi, ce n'était pas seulement un échec médical. C'était un soupir émotionnel. Elle ne pleurait plus, ne suppliait plus. Elle portait cette blessure invisible comme une médaille, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que c'était la sienne. Et puis un soir, calme, banal, juste un autre service, il est arrivé. Marco, à peine 2 ans. Un bébé au poignet fracturé, silencieux, au point de remplir toute la pièce. Il était pâle, maigre, les joues creusées, l'estomac plus bruyant que lui.
Il portait un t-shirt trop grand pour lui, taché de moutarde sèche et de honte. Sa famille d'accueil n'a presque pas prononcé un mot, l'a remis aux services sociaux comme on rend un livre en retard à la bibliothèque, puis a disparu sur le parking. Elena ne cherchait pas à adopter. Elle n'était pas une sainte en mission. Elle était fatiguée, prudente, réaliste. Mais parfois Dieu ne vous envoie pas un signe. Parfois, il vous met un bébé dans les bras et vous défie d'essayer de tourner le dos. Marco n'a pas pleuré, pas une seule fois, mais il s'est accroché à elle comme du lierre sur un mur de briques. Il a agrippé le tissu de sa blouse, posé sa joue contre son épaule et refusé de manger si ce n'était pas elle qui tenait la cuillère. Il ne parlait pas, ne souriait pas, mais quelque chose en lui se détendait quand elle était là. Et cela suffisait. 2 mois plus tard, Elena, encore incertaine, encore effrayée, a entamé les premières démarches d'adoption. Elle a lu chaque mot, souligné chaque ligne. 6 mois plus tard, il a pris son nom. C'était officiel, légal, mais le lien existait depuis bien plus longtemps. Ses amis lui disaient qu'elle était folle. « Tu veux sauver tout le système ou quoi ?» demandait-elle, à moitié en plaisantant, à moitié en la jugeant. Une femme noire, célibataire, proche de la quarantaine, qui adopte un petit garçon blanc avec du caractère et une série de diagnostics. Elena ne sciait jamais. « Non », répondait-elle avec un léger sourire. « Juste celui-là. » Et à partir de ce moment, elle lui a tout donné. Il a eu un lit voiture de course, rouge vif, avec des autocollants qu'il avait choisis lui-même. Elle écrivait son prénom sur ses sacs repas avec de gros marqueurs parfumés. Le samedi, c'était le zoo. Le dimanche, l'église et les pancakes. Il avait de l'asthme, alors elle a trouvé le meilleur pneumologue pédiatrique de l'État. Il avait du mal à lire, alors elle a engagé une tutrice qui transformait la phonétique en magie. Elle lui a appris à tresser avec ses figurines, parce qu'un jour, disait-elle, il devrait savoir prendre soin de quelqu'un d'autre. Chaque Noël, il écrivait des cartes de remerciement, même s'il n'en avait pas envie. Et elle n'a jamais manqué une seule réunion parents-prof, même si elle devait échanger son service ou traverser la ville sous la pluie. Mais élever un enfant n'est pas une ligne droite. L'amour ne répare pas tout. Et avec le temps, les fissures sont apparues. En grandissant, Marco a commencé à poser des questions. Et la distance s'est installée. Et Elena, qui avait été autrefois tout son univers, allait bientôt sentir ce monde glisser sous ses pieds. À l'arrivée du collège, les questions de Marco ont pris forme. Pas seulement par les mots, mais par la façon dont il la regardait, l'observait, comme si quelque chose d'invisible les avait toujours séparés. « Pourquoi je ne te ressemble pas ?» demanda-t-il un jour après l'école, les yeux fixés plus longtemps que d'habitude dans le miroir. « Pourquoi les gens nous regardent bizarrement à l'épicerie? Pourquoi tout le monde pense que je suis adopté ?» Son ton n'était pas encore en colère, juste confus, vulnérable, et Elena, fidèle à elle-même, le prenait dans ses bras et lui murmurait toujours la même vérité. « Parce que c'est vrai, mon chéri, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas à moi. » Mais ces mots, aussi sincères soient-ils, ne semblaient jamais vraiment l'atteindre. Il ne le disait jamais à voix haute, mais elle le voyait, ce doute qui prenait racine dans son regard, cette façon de compter les différences plutôt que les ressemblances. Les câlins devenaient plus courts, les discussions plus rares, et quand le lycée arriva, cette distance qu'elle espérait passagère devint permanente. Il ne lui confiait plus rien, ne lui demandait plus de conseils. Son rire ne résonnait plus dans la maison comme avant. À la fac, il était devenu un fantôme, avec un téléphone et une valise. Ses visites étaient brèves et polies, comme s'il remplissait une obligation plus qu'il ne retrouvait l'amour. Il arrivait à l'improviste, offrait un rapide câlin, avalait un repas qu'elle avait préparé toute la journée, puis repartait en vitesse, sans même un regard en arrière. « Salut, maman !» disait-il déjà les yeux rivés sur son écran. « Désolé, faut que j'y aille. » Mais Elena ne se plaignait jamais, pas une seule fois. Elle ne le harcelait pas, ne lui faisait pas de reproches. Elle attendait. Elle avait gardé sa chambre exactement comme il l'avait laissée, le lit voiture remplacé par un modèle plus adulte, un bureau où il écrivait autrefois ses dissertations et dessinait des super-héros.
Elle laissait la lumière du couloir allumée la nuit, au cas où. Elle conservait son thé préféré dans le placard, même périmé 2 fois. Parce qu'Elena croyait à un amour qui ne crie pas. Un amour qui reste, qui attend, même quand ça fait mal. Puis Giorgio est mort, paisiblement, de manière inattendue. Un caillot de sang, avaient dit les médecins, ce genre de choses. Son mari, son pilier, l'homme dont la force tranquille l'avait toujours soutenu dans les tempêtes. Et soudain, Marco est revenu plus souvent. Au début, elle avait cru que c'était de la guérison, que peut-être le deuil lui avait rappelé ce qui comptait vraiment. Il tondait la pelouse sans qu'on lui demande, nettoyait les gouttières, allait chercher ses médicaments et lui rappelait de les prendre. Il amenait même Valeria de temps en temps, et même si la jeune fille restait collée à son téléphone, cela ne dérangeait pas Elena. Elle préparait du pain de maïs, servait du thé glacé, et il s'asseyait sur le perron à regarder Jeopardy, pendant que les lucioles clignotaient dans la cour. Elle pensait que peut-être, juste peut-être, le pont entre eux se reconstruisait, geste après geste. Mais Elena ne voyait pas ce qui se passait derrière les sourires et les « Comment tu vas, maman ?» Elle ne savait pas que Marco n'était pas revenu pour réparer quoi que ce soit. Il était venu faire l'inventaire, voir ce qui méritait d'être gardé et ce qui pouvait être pris. Quand elle comprit ce qu'il faisait vraiment, il était trop tard. Son nom avait disparu de l'acte de propriété. La confiance qu'elle avait placée en lui, cette même confiance qu'elle avait mise des années à construire, s'était réduite à de la paperasse et des justifications bien rodées. Il ne s'était pas contenté de lui prendre sa maison. Il avait effacé l'histoire qui se trouvait derrière. Mais une mère se souvient, et Elena, le cœur brisé, furieuse, enfin éveillée, commençait à se rappeler chaque sacrifice qui les avait menés jusque-là, chaque vacance annulée, chaque second emploi, chaque nuit passée à tresser ses cheveux ou à l'aider avec l'orthographe. Ce soir-là, elle n'alla ni chez une amie ni chez sa nièce. Elle ne cria pas, ne supplia pas, ne demanda pas d'aide. Elena gara sa voiture à 2 pâtés de maison devant un groupe de vieux duplex où la peinture s'écaillait comme une peau brûlée par le soleil et où des chaises en plastique vide gisaient sur des perrons bancals. C'était un endroit calme, oublié. Elle ne pleura pas, pas une seule fois. Ses mains restèrent posées à 10h10 sur le volant, ses jointures blanches contre le cuir, comme si lâcher prise risquait de faire tout s'effondrer en elle. Le poulet rôti était toujours sur le siège passager, intact, la peau devenue froide et fripée, son jus s'écoulant dans le sac plastique comme les larmes qu'elle refusait de verser. Elle fixait droit devant, sans vraiment regarder, juste l'obscurité, le silence, le poids d'être à la dérive. Le chagrin est une étrange bête. Il ne naît pas seulement de la perte, il naît de la révélation, de cette lucidité soudaine, parfois pour la première fois, sur ce que quelqu'un a toujours été derrière le brouillard de l'amour. Quand Giorgio est mort 3 ans plus tôt, Elena croyait avoir atteint sa limite. Sa mort avait été comme un plancher qui s'effondre sous ses pieds, un caillot mal diagnostiqué. L'hôpital avait hésité, éludé la responsabilité, qualifié cela d'événement malheureux. Mais Elena avait été infirmière trop longtemps pour se laisser berner par ce genre de langage clinique. Elle avait lu entre les lignes, entendu les hésitations dans la voix du médecin, les formules passives destinées à éviter la faute. Elle avait su, et même en deuil, elle s'était battue, avait porté plainte, exigé des comptes. Mais cette douleur-ci, cette trahison venant de l'enfant qu'elle avait tenu dans ses bras, c'était une blessure d'une autre nature. Ce n'était pas seulement une perte, c'était un vol. Et le pire, ils ne savaient même pas ce qu'il avait volé. Ils avaient appelé ça une complication naturelle, enrobée de jargon médical et de sourires compatissants, comme si cela allait apaiser la tempête qu'Elena sentait monter en elle. Mais Elena avait fait trop de garde, lu trop de dossiers, vu trop de gens bons mourir à cause d'erreurs évitables pour avaler cela. Elle n'avait pas haussé le ton, pas fait de scandale. Elle avait insisté, calmement, avec ténacité, rempli les dossiers nécessaires, posé les bonnes questions. Et quand l'hôpital tenta de la faire taire, elle appela un vieil ami, un avocat spécialisé dans les erreurs médicales, redevable d'une faveur depuis des années.
Il fallut 2 longues années de procédures, de dépositions et de récits douloureux sur la journée où Giorgio était mort. Mais elle gagna. 9,5 millions de dollars. Un chiffre si énorme qu'il semblait presque irréel, mais c'était à elle. Gagner non par chance, mais par ténacité et par vérité. Et pourtant, lorsque le chèque arriva enfin, elle ne fit pas la fête. Elle n'en parla à personne, pas même à Marco. Surtout pas à Marco. Elle transféra le dédommagement dans une fiducie séparée à son nom de jeune fille, un nom qu'elle n'avait plus utilisé depuis des décennies. Discrètement, méthodiquement, elle répartit la somme dans plusieurs comptes, dans différentes banques. Certaines en ville, d'autres hors de l'État. Un murmure dispersé dans une douzaine de coffres. Ce n'était pas un secret né de la peur, c'était de la sagesse née de la survie. Un bouclier, pas une arme. Car Elena savait ce que l'argent faisait aux gens. Il tordait les cœurs, déformait les intentions, faisait oublier aux gens comment aimer sans condition. Et elle ne pouvait pas se permettre d'être aimée comme ça, pas une seconde fois. Alors, elle le garda sacré. Et ce jour-là, assise dans le hall à la lumière crue de la banque, les chevilles gonflées d'avoir trop marché, le dos douloureux sous le poids de la trahison, Elena eut une autre révélation, plus forte encore que tous les zéros sur son compte. Marco ne l'avait pas seulement trahi, il l'avait sous-estimée. Il pensait l'avoir manipulée comme une idiote. Pensait que son âge la rendait vulnérable. Pensait que son silence signifiait faiblesse. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais vraiment compris, c'est qu'Elena n'était pas seulement une mère. C'était une femme forgée dans le feu. Elle avait peut-être perdu sa maison, mais elle ne s'était pas perdue elle-même. Elle avait la connaissance. Et plus encore, elle avait une chose que Marco n'avait jamais pris le temps d'apprendre. Comment attendre? Comment observer? Comment ne bouger que lorsque le sol est stable sous ses pieds? La patience. Alors elle fit ses valises, légères, juste l'essentiel, et elle partit pour Méridian, une ville qu'elle n'avait pas visitée depuis des années. Elle paya 2 nuits dans un motel en bord de route, en espèces. Pas de carte de crédit, pas de questions, juste une chambre avec 4 murs, une lampe qui clignote, et de l'espace pour réfléchir. Elle n'appela personne, ne consulta pas son téléphone, ne fit pas les 100 pas, ne paniqua pas. Elle resta immobile et se souvint de qui elle était. Elle sortit un vieux carnet de son sac, sa couverture en cuir usée par le temps et la prière. À l'intérieur, des numéros de personnes qui lui devaient de la bonté, des pages de versets écrits à la main et de petits rappels, rachetés du sel d'Epsom. Appeler la cousine Isabelle à Lafayette. Renouveler l'ordonnance de Giorgio, même si elle n'avait jamais eu le cœur de rayer cette ligne. Tout au fond, à l'encre fanée, une note griffonnée le jour où l'argent du dédommagement était arrivé. Un message pour elle-même, écrit avec des mains tremblantes et un cœur d'acier. Ne laisse pas l'argent te rendre bruyante, laisse-le te rendre silencieuse, laisse-le t'acheter du temps. Elle l'a relu 3 fois, puis sourit lentement, tristement. Marco croyait l'avoir mise à la porte, avoir verrouillé la maison, tout saisi. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il ne l'avait pas emprisonnée. Il l'avait libérée. Il pensait l'avoir jetée dans le vide. En réalité, il avait dégagé le chemin. Mais la liberté n'est pas toujours douce, elle n'est pas toujours tendre. Ce n'est pas un bain chaud ni une page blanche. Parfois, la liberté est inconfortable, froide, agitée, peuplée de fantômes. Elena le savait. Et elle savait autre chose aussi. Elle avait encore des flammes à traverser avant de pouvoir renaître. Elle repensa au moment où tout avait commencé, le piège déguisé en gentillesse. C'était un dimanche après-midi. L'air sentait la cannelle et l'attente. Elle venait de terminer de plier les derniers torchons quand le four sonna. La tarte à la patate douce était presque prête. Ses genoux la faisaient souffrir, cette douleur sourde qui annonce l'arrivée d'un orage. Mais elle l'acceptait avec dignité. La pluie était dans ses os, oui, mais la force aussi. Marco était arrivé sans prévenir. Cela l'avait toujours dérangée. C'est encore le cas. Mais elle s'était dit que cela voulait peut-être dire qu'il lui manquait. Qu'il passait juste dire bonjour. Il entra, vêtu d'une chemise trop serrée, comme s'il empruntait sa confiance dans l'armoire de quelqu'un d'autre. Sa démarche avait changé. Moins garçon, plus spectacle.
Valeria le suivait sans un regard, le visage éclairé par l'écran de son téléphone. « Salut maman », dit Marco d'un ton léger, lui donnant une de ses accolades d'un bras, brèves et creuses. « On a apporté quelques papiers. » Des papiers. Ce mot allait la hanter. « Rien de grave », ajouta-t-il rapidement. « Juste des trucs pour les impôts et la maison. Pour mettre un peu d'ordre, tu vois ?» Elena plissa les yeux. « Quel genre de papier ?» Marco afficha un sourire et sortit une chemise cartonnée couleur craft, lisse comme un magicien révélant un tour. Documents de fiducie, transfert immobilier, quelques clauses de procuration. Il les fit glisser sur la table comme s'il venait de servir un dessert. « On les a fait vérifier. Le cabinet de Valeria fait ça tout le temps. » Valeria ne leva même pas les yeux. « C'est juste une façon de protéger vos biens, Madame Jiménez. D'éviter l'homologation. Vous seriez toujours couverte pour tout. » Les mains d'Elena s'arrêtèrent sur la serviette posée sur ses genoux. « Je n'ai rien demandé à éviter, » dit-elle doucement. Marco rit, balayant sa remarque. « Je sais, c'est pour ça qu'on le fait à ta place. » La pièce sembla basculer. L'air s'alourdit. Mais Elena, toujours confiante, toujours pleine d'espoir, hocha simplement la tête. Parce que parfois, même les femmes les plus fortes croient leurs enfants alors qu'elles ne devraient pas. Valeria suivait derrière lui comme une ombre sans but, ses doigts dansant sur l'écran de son téléphone, ses pouces tapant avec plus d'attention qu'elle n'en avait jamais accordé à la femme qui lui avait servi du pain de maïs et sourit poliment à ses blagues. « Salut maman », dit Marco d'un ton léger, s'approchant pour une étreinte qui frôla à peine son épaule. Une étreinte de formalité, déguisée en affection. Elena sourit faiblement, sans vraiment y croire. « On a apporté quelques papiers », ajouta-t-il, comme s'ils étaient venus avec des fleurs ou une tarte, et non avec ce qui allait changer le cours de sa vie. « Rien de grave », poursuivit Marco, le ton léger, presque répété. Juste des trucs pour les impôts, la maison, tu sais, pour simplifier un peu tout ça. Le sourire d'Elena s'effaça alors qu'une ride se forma sur son front. Son instinct s'éveilla. Elle n'était pas méfiante de nature, mais quelque chose dans sa voix, ce ton lisse de vendeur. « Quel genre de papier ?» demanda-t-elle, la voix ferme mais calme. Avec un geste un peu trop enthousiaste, Marco sortit un dossier épais. Il avait la rigidité de quelque chose de neuf, de prémédité, comme un magicien préparant un tour qu'il espérait indétectable. Il étala les documents sur la table de la cuisine comme des cartes à jouer. Documents de fiducie, transfert immobilier, une petite clause de procuration aussi. Les doigts d'Elena s'arrêtèrent, en plein pli de la serviette sur ses genoux. « On les a fait relire », ajouta Marco, tentant d'être rassurant. « Le cabinet de Valeria fait ça tout le temps, c'est tout à fait standard. » Derrière l'écran lumineux de son téléphone, Valeria prit enfin la parole, sans même lever les yeux. « C'est juste pour protéger vos biens, Madame Jiménez. Éviter les formalités, la paperasse. Bien sûr, vous seriez toujours totalement couverte. »« Je n'ai rien demandé à éviter, » répondit Elena doucement, ses mains toujours posées sur la serviette, qui n'était plus chaude depuis longtemps. Il y avait de l'acier dans sa voix, mais enveloppé de la douceur d'une femme qui ne voulait pas croire qu'on lui mentait. Marco gloussa doucement, chassant sa remarque comme une vieille mouche. « Je sais, c'est pour ça qu'on le fait pour toi, pour que tu n'aies pas à t'en soucier. » Il se pencha, sa voix devenant plus douce, comme s'il parlait à un enfant. Regarde, s'il devait arriver quelque chose, Dieu nous en préserve. Ce serait un vrai bazar pour trier les documents, la propriété, tout ça. Là, tout reste dans la famille. Propre, simple. Elena baissa les yeux vers les papiers. L'encre noire semblait danser sur la page, les mots devenant flous. Ses lunettes de lecture étaient dans le salon, mais elle n'aimait pas les porter. Elle lui pinçait le nez, lui donnait l'impression d'être vieille. Fragile. Alors elle plissa les yeux, tentant de comprendre. Marco, toujours observateur, le remarqua. Il tendit la main avec un stylo. « Tiens », dit-il en le plaçant dans sa main comme un cadeau. « J'ai surligné tous les endroits à signer. Pas besoin de lire tout le reste. J'ai déjà tout vu avec eux. » Elena hésita. «
Quelque chose en elle lui disait de s'arrêter, de poser des questions, de dire « je devrais peut-être demander un autre avis » ou « pourquoi maintenant, Marco? Pourquoi tu as besoin d'une procuration aujourd'hui ?» Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car en face d'elle, ce n'était pas un étranger. C'était son fils, son bébé. Le même petit garçon qui pleurait dès qu'elle quittait la pièce trop longtemps. Celui qui s'accrochait à sa robe de chambre, comme à une bouée. Celui qui avait besoin de son inhalateur dès qu'il s'excitait trop en jouant dehors. Celui qui avait eu la varicelle si fort qu'il ne pouvait dormir que si elle lui tenait la main, au milieu des fièvres et des nuits qui démangeaient. Alors elle signa, une page, puis une autre, puis encore une. Marco souriait entre chaque signature, lançant des blagues comme si tout était normal. « Tu fais l'histoire, maman », dit-il en riant, comme si ce n'était qu'une course familiale avec une chute drôle à la fin. Elena rit une fois en retour, si on pouvait appeler ça un rire. C'était plutôt un souffle avec une forme, un son qu'on fait quand on ne veut pas décevoir quelqu'un qu'on aime. Puis le minuteur du four sonna, brisant le sortilège avec son bip métallique et aigu. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers le four, l'éteignant d'un geste sûr. L'odeur de cannelle et de sucre brun emplit la pièce, l'enveloppant comme un souvenir dont elle ne savait pas encore qu'elle allait porter le deuil. Ce moment, la lumière du dimanche sur le sol de la cuisine, le clic des bouchons de stylo, la tarte en train de cuire pendant que Valeria fixait son téléphone et que Marco souriait trop largement, reviendrait par fragments dans les semaines à venir. Il résonnerait dans son esprit comme la dernière scène d'un film avant le retournement final. Parce que ce jour-là, elle ne faisait pas que cuire une tarte. Elle signait sa vie, sans même le savoir. L'odeur de cannelle et de sucre brûlé restait dans sa mémoire, comme un parfum d'une vie qui ne lui appartenait plus. Elle s'accrochait à ce moment, le soupir discret de la porte du four, le tic de l'horloge de la cuisine, le léger clic du bouchon de stylo après sa dernière signature. Et puis il y avait le sourire de Valeria, pas éclatant, pas chaleureux, juste satisfait, comme un chat qui a déjà attrapé l'oiseau, les plumes encore en suspension dans l'air. Elena ne le savait pas encore, mais cet après-midi-là serait la dernière fois qu'elle s'assiérait à cette table de cuisine. L'endroit où elle avait appris à Marco à écrire son nom, où elle avait emballé des cadeaux de Noël après son coucher, où elle avait prié en silence avant son café du matin, cette table ne porterait plus jamais une ligne de son histoire. Les visites suivantes furent plus courtes, plus froides. Marco arrivait sans la chaleur d'autrefois, pas de tarte, pas d'embrassade, pas d'offre pour réparer la clôture, juste des papiers, des chiffres, des idées. Il amena des inconnus dans sa maison, des hommes aux chaussures brillantes et aux sourires trop confiants. Des amis investisseurs, les appelait-il. Il parlait vite, toujours une demi-phrase en avance sur lui-même, les mots dévalant comme s'ils étaient répétés pour quelqu'un d'autre. Valeur du bien, flux de trésorerie, revente, revenus passifs. Elle écouta au début, puis elle fit semblant d'écouter. Finalement, elle quittait simplement la pièce. Et puis il commença à l'appeler Elena, plus maman, plus ma, juste Elena. Surtout devant Valeria, qui ne levait jamais les yeux de son téléphone, mais semblait toujours esquisser un petit sourire quand il le faisait. C'était subtil, comme un interrupteur qu'on bascule au ralenti, comme si elle était en train d'être effacée de sa propre vie. Puis vint le moment où tout devint clair. Elena était dans le jardin en train d'arroser ses bégonias. Elle le faisait chaque mercredi, comme le faisait Giorgio. La terre était sèche ce matin-là. Elle s'agenouillait plus lentement qu'avant, mais ses mains restaient sûres, son rythme paisible. C'est alors qu'elle l'entendit, la voix de Valeria s'échappant de la fenêtre ouverte. « Une fois qu'on aura vendu cette maison, on pourra enfin prendre l'appartement à Dallas. » Elena ne sursauta pas. Elle ne cligna même pas des yeux. Elle ferma simplement le tuyau d'arrosage et resta immobile un instant, l'eau goûtant sur sa chaussure. Son cœur ralentit. Elle rentra dans la maison, marcha jusqu'à sa chambre et ouvrit son placard. Ce soir-là, elle commença à faire un petit sac, pas parce qu'elle abandonnait, mais parce qu'elle savait quelque chose que beaucoup oublient.
Les tempêtes ne préviennent pas toujours. Elle plia sa Bible et la glissa dans la poche latérale. Puis son passeport, resté intact depuis le décès de Giorgio. La dernière photo d'eux deux, lui dans son costume du dimanche, elle avec un sourire fier et les yeux fatigués. Et enfin, sa protection la plus précieuse, le carnet avec les informations bancaires du dédommagement. Celui dont Marco ignorait l'existence. Ses os lui faisaient plus mal ces jours-ci, ses pas étaient plus lents. Mais son esprit restait vif comme jamais, assez vif pour reconnaître le moment où l'amour se retourne. Quand il tourne d'une chaleur nourrissante à quelque chose d'aigre et stratégique. Et Elena, elle n'avait pas survécu aussi longtemps pour être effacée, elle ne comptait pas disparaître de sa propre maison sans laisser un souvenir. Ce souvenir arriva un mercredi, en début d'après-midi. Elena venait tout juste de passer l'aspirateur dans le salon, une tâche qu'elle insistait encore à faire elle-même, malgré les reproches de sa nièce à propos de ses genoux. Elle croyait en la propreté des sols, elle croyait en la propreté de vie. La poussière ne se souciait pas de l'âge, et elle non plus. Marco entra par la porte d'entrée comme s'il possédait plus que les clés. Lunettes de soleil toujours sur le nez, écouteurs autour du cou, sa voix précédant son corps. Valeria suivait, plongée dans une conversation en Bluetooth, ses mots rapides et secs, comme si le monde tournait autour de son emploi du temps. Ils ne parlèrent pas à Elena, ne la saluèrent pas, ne lui jetèrent même pas un regard. Ils passèrent simplement devant elle comme si elle n'était que la femme de ménage. Puis Marco s'arrêta. Il se retourna à moitié, pointa du doigt l'aspirateur encore dans sa main et dit avec une indifférence désinvolte « Hé, la prochaine fois que tu utilises le Dyson, tu peux le vider. On a des gens qui viennent voir la maison ce week-end. » Elena cligna des yeux toujours accrochés à la poignée de l'aspirateur. « Des gens ?» Il haussa les épaules. « Des agents immobiliers. Ils veulent juste se faire une idée de la valeur. Tu sais, étude de marché. » Elle le fixa, les yeux légèrement plissés. « Tu vends la maison ?» Il rit Ardo, un rire léger, désinvolte, comme si la question était absurde. « Pas encore, dit-il. Je pense juste à l'avenir. Faut envisager toutes les options, non ?» Elle se redressa, sa mâchoire se serra. Elle entendit le changement dans son langage. Nos options. La maison qu'elle avait achetée, qu'elle nettoyait, où elle l'avait bordée le soir, où elle avait scotché ses bulletins sur le frigo. « Nos options ?» répéta-t-elle, chaque syllabe bien pesée. C'est là qu'il la regarda droit dans les yeux et prononça les mots qui ne lui brisèrent pas seulement le cœur. Ils fracassèrent quelque chose de plus profond. « Tu es une invitée maintenant, maman. » Et tout devint soudain silencieux. « C'est toujours chez toi, bien sûr, » ajouta Marco, sa voix dégoulinant de fausse bienveillance. « Mais légalement, tu sais comment ça marche. » Elena ne répondit pas. Sa main serra plus fort la poignée de l'aspirateur, le plastique couinant sous la pression de ses doigts. Elle ne broncha pas, ne parla pas, ne lui donna pas la dignité d'une larme ni d'un tremblement. Elle hocha simplement la tête, nette, délibérée. Un geste qui disait « Je t'ai entendu, je t'ai vu ». Mais à l'intérieur, quelque chose changea. Cette nuit-là, aucune hésitation, aucun débat intérieur, aucun espoir fragile à sauver ce qui pouvait l'être. Elle prépara son sac, pas le sac à moitié prêt avec l'essentiel, mais un vrai sac, un sac d'adieu. Elle ne prit pas grand-chose, juste le nécessaire. Sa Bible usée, encore pleine de vieilles images de prière et de versets griffonnés. Son carnet, celui avec tous les noms, les dates et les comptes écrits d'une écriture d'infirmière bien nette. 2 robes, une à fleurs, une unie. Une bonne paire de baskets, encore solide malgré quelques éraflures, et son alliance. Elle ne l'avait pas portée depuis la mort de Giorgio, mais elle ne l'avait jamais mise loin. Elle reposait dans une petite pochette en velours, dans le tiroir de sa table de nuit, à côté d'un vieux feuillet d'église et d'une photo d'eux souriant devant le tribunal. Cette bague avait tout vu, anniversaire, peine, guérison. Il était temps qu'elle voie ce qui allait suivre. Marco ne demanda pas où elle allait. Valeria ne leva même pas les yeux. Il pensait avoir ce qu'il voulait, les papiers, la propriété, le silence. Mais il ne connaissait pas Elena.
Pas vraiment, il ne savait pas ce qu'elle portait encore en elle. Elle s'enregistra dans un motel bon marché à l'autre bout de la ville, le genre d'endroit où personne ne posait de questions si on payait en liquide et qu'on ne faisait pas d'histoire. Il était coincé entre une station-service et une aire de camionneurs, sous des néons clignotants qui bourdonnaient comme des ailes cassées. La chambre sentait vaguement le désinfectant au pain et la vieille clim. Le lit grinça quand elle s'y assit, le matelas s'enfonçant au centre comme un soupir fatigué. Le chauffage toussait et haletait, comme s'il respirait à travers une paille. Mais c'était à elle. Personne ne pouvait la mettre dehors, personne ne pouvait changer la serrure. Elle s'assit au petit bureau dans le coin, ouvrit son carnet et feuilleta les pages. Là, griffonné dans la marge des années plus tôt, un numéro qu'elle n'avait pas composé depuis plus de 10 ans. Doris. Une femme qui avait autrefois dirigé une association aidant les femmes âgées victimes d'expulsions abusives et d'arnaques immobilières. Doris l'avait déjà aidée autrefois quand un locataire avait tenté de la poursuivre pour une canalisation cassée dans son logement. Elena se souvenait de sa voix, ferme, gentille, directe, le genre de personne qui ne faisait pas que proposer son aide, mais montrait comment se défendre seule. Elle composa le numéro, une sonnerie, puis une autre, ligne coupée. Elle expira lentement, laissant la déception glisser en elle comme un frisson. Puis elle se souvint de quelqu'un d'autre, Ricardo Ortega, un vieil ami de Giorgio du quartier, un avocat autrefois redouté au tribunal, respecté dans chaque réunion publique. Il avait pris sa retraite il y a des années, mais la dernière fois qu'elle l'avait vu, il débattait encore de politique avec la même fougue qu'il utilisait pour interroger les témoins. Elle ne lui avait pas parlé depuis longtemps, mais peu importait maintenant. Elle prit le téléphone du motel, composa lentement, incertaine que le numéro fonctionne encore. 6 sonneries. Juste au moment où elle allait raccrocher, une voix répondit, râpeuse, amusée, aussi familière que toujours. « J'espère que c'est Jésus ou un problème. » Elena sourit pour la première fois de la journée, peut-être les deux. Un silence. Puis, Evie. Il était le seul à l'appeler encore ainsi, un surnom des jeunes années adouci par le temps. « Ouais, c'est moi. » Un autre silence. « Je me demandais quand tu appellerais. »« J'ai besoin de te parler. » Il n'avait pas besoin d'en entendre plus. Certaines amitiés, les vraies, ne rouillent pas avec le temps. Elles restent prêtes, elles attendent. Rico se souvenait des plats déposés après l'opération. Il se souvenait des funérailles de Giorgio. Il se souvenait d'Elena, arrivant toujours avec quelque chose de chaud entre les mains et quelque chose de plus fort dans le cœur. Le lendemain matin, ils se retrouvèrent dans un diner près de la Interstate 20. Le genre d'endroit où la cafetière ne s'arrêtait jamais et où tout le monde était appelé « chéri » par les serveuses, peu importe l'âge ou la couleur. Les banquettes en vinyle étaient craquelées. Le pain grillait toujours un peu trop, mais c'était un lieu sûr, familier. Rico avait l'air plus vieux qu'Elena ne s'en souvenait. Sa barbe était blanche comme neige et ses yeux avaient ce reflet humide, vitré, que le temps finit par donner. Mais sa présence, toujours aussi vive, toujours aussi solide. Ses sourcils épais se froncèrent avec la même intensité silencieuse qui avait autrefois fait pencher les juges vers l'avant. Il glissa sur la banquette en face d'elle et scruta son visage une demi-seconde avant de dire « T'as une sale mine ». Elena étouffa un petit rire. « Bonjour à toi aussi ». Il prit une gorgée de son café noir, sans crème, sans sucre, comme Giorgio l'aimait. « Un bon ?» dit Rico en reposant la tasse, sa voix basse et posée. « Commence tout, pas d'omission, pas d'édulcoration, dis tout. » Alors elle parla, elle lui raconta tout, les papiers, les signatures, le changement chez Marco. Le jour où elle s'était retrouvée sur son propre perron, enfermée hors de sa propre vie. Elle lui parla du sourire suffisant de Valeria, des agents immobiliers, de l'aspirateur, elle ne cacha rien. Et Rico, de l'autre côté de la table, ne l'interrompit pas. Il ne broncha pas. Il écouta, parce que certains hommes n'ont pas besoin de demander ce qui s'est mal passé. Ils attendent simplement de t'aider à réparer.
Elle posa tout sur la table, chaque morceau tranchant, chaque blessure cachée derrière son calme apparent. Elena raconta le jour où la serrure ne tournait plus, les sacs de course lui cisaillant les bras, alors que la seule maison qu'elle ait jamais connue devenait étrangère. Elle parla des documents que Marco lui avait présentés comme si ce n'était rien, de l'accolade à moitié sincère, des mensonges doux sur les impôts et la sécurité. Elle expliqua comment son nom avait disparu de l'acte comme s'il n'y avait jamais été, du détachement poli de Valeria, des poignées de main fausses des agents, du glissement discret de « maman » à Elena. Elle décrivit la douleur dans ses mains, la brûlure de ce mot invité, le goût cuivré de la trahison et le bruit du silence. Rico ne l'interrompit pas une fois. Il écouta, les yeux fixés dans les siens, stable comme la pierre, comme si ses mots avaient besoin d'espace pour respirer. Quand elle eut fini, il y eut un long silence. Rico s'adossa dans la banquette, le vinyle grinçant sous lui, et poussa un soupir long et profond, comme s'il portait le poids de tout ce qu'elle venait de lui confier. « Il t'a piégé », dit enfin Rico secouant la tête. « Il t'a joué comme un violon ». Elena replia sa serviette sur ses genoux, traçant un pli qui n'en avait pas besoin. « Ouais, mais il a fait une grosse erreur. » Elle releva les yeux, méfiante. « Laquelle ?» Rico se pencha, sa voix plus basse. « Il a oublié qui l'a élevé. » Elena cligna des yeux, un éclat humide brillant un instant, mais elle ne laissa pas les larmes couler. Elle baissa les yeux de nouveau, cette fois vers la serviette, maintenant tordue entre ses mains. « Rico, c'est moi qui ai signé l'acte, de ma propre main. » Il ne broncha pas. « C'est vrai. Mais si tu as signé sous de faux prétextes, s'il ne t'a pas expliqué ce que c'était vraiment ou s'il t'a délibérément trompé, alors ce n'est pas légal. C'est de la fraude, Evie. » Elle haussa un sourcil sceptique, incertaine de laisser l'espoir réintégrer sa poitrine. « Tu crois vraiment qu'on peut l'attaquer en justice pour ça ?» Le sourire de Rico réapparut, tranchant et sûr de lui. « Evie, je pourrais l'attaquer en justice dans mon sommeil. » Elle lâcha un rire, bref et sec. Pas le genre de rire qui vient de la joie, mais celui qui s'échappe quand la douleur devient absurde. « Je suis fatiguée, Rico. Je cherche pas à le détruire. Je veux pas me venger. Je veux juste... » Elle s'interrompit, avalant difficilement. « Je veux ma maison. Je veux pouvoir me regarder dans la glace sans me sentir comme une idiote. » Rico hocha lentement la tête, sans aucun jugement dans les yeux, juste de la compréhension. « Alors ne le détruisons pas, » dit-il doucement. « Apprenons-lui. » Ils commandèrent une autre tournée de café. La serveuse remplit leur tasse avec un doux sourire et appela Elena « ma belle », comme si elle savait déjà qu'Elena portait trop depuis trop longtemps. Pendant 2 heures, ils travaillèrent. Rico posa des questions, prit des notes sur un bloc qu'il sortit de sa mallette. Oui, il en avait toujours une, en cuir craquelé et tout. Quel papier se souvenait-elle d'avoir signé? Quand? Que lui avait-on dit? Qui était présent? Elena répondit du mieux qu'elle pouvait. Heureusement, elle avait déjà noté la plupart dans son carnet. Des notes de conversation, des dates, des détails. « Réflexe d'ancienne infirmière », expliqua-t-elle avec un sourire fatigué. « Tout noté. » Rico hocha la tête, approbateur. « Ce réflexe va te sauver la mise. » Il expliqua comment ils allaient déposer une requête pour contester le transfert de propriété, comment ils allaient monter un dossier basé sur la contrainte ou la désinformation. Il avait un jeune avocat dans la ville, diplômé, redoutable, méticuleux, qui prendrait l'affaire en main pendant que Rico le guiderait en coulisses. Elena écouta en silence. C'était beaucoup, mais c'était un plan. Et pour la première fois depuis des jours, elle avait l'impression d'avoir de nouveau les pieds sur terre. Puis elle dit quelque chose qu'elle n'avait confié à personne, même pas en prière. « Rico, dit-elle d'une voix basse, il y a autre chose. » Il leva les yeux de ses notes. « Oui, j'ai de l'argent. » Il cligna des yeux. « Quoi, des économies ?» Elle secoua la tête. « Non, du vrai argent. Un dédommagement. De l'hôpital. Après Giorgio. » Les yeux de Rico se plissèrent. « Combien ?» Elle expira. « 9,5 millions. »
Rico se figea, son stylo suspendu en l'air. « Nom de Dieu, Evie !» Il faillit faire tomber son café. « 9 millions et demi? Tu plaisantes ?» Elle hocha la tête. « Je n'y ai jamais touché. Je ne voulais pas que Marco sache. Je ne voulais pas que personne sache, en fait. » Il s'adossa, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu t'assieds sur 9 millions de dollars et tu laisses ce gamin te marcher dessus ?» Elle baissa les yeux, sa voix à peine audible. « Je ne voulais pas que l'argent change ma façon de l'aimer. » Rico ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, vraiment regardée. Puis il tendit la main au-dessus de la table et prit la sienne. « Ça ne l'a pas changé, dit-il. C'est lui qui a changé, tout seul. » Elena tourna la tête vers la fenêtre, observant le flou des voitures qui filaient sur l'autoroute. Son reflet dans la vitre lui renvoya l'image d'un visage plus vieux, plus doux, plus triste. Un visage marqué par le temps, oui, mais pas brisé. Elle avait été fissurée, bien sûr, courbée par le chagrin, ébranlée par la trahison, mais elle était toujours là. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seule, usée. C'est ainsi qu'elle se sentait, dehors comme dedans. Pas ruinée, pas brisée, juste, éprouvée. Comme un vieux plaid qui a vu trop d'hiver ou une photo restée trop longtemps au soleil, pas vaincue, mais clairement marquée, comme quelque chose qui a été durement jeté à terre et qui a refusé, par pure volonté, de se briser. Elena se tourna de nouveau vers Rico avec des yeux qui avaient trop vu et une voix qui portait encore du poids. « Je veux faire ça correctement, dit-elle. Pas de drame, pas de caméra, juste mon nom sur ma porte. » Rico soutint son regard et hocha lentement la tête. « On va y arriver, dit-il. Mais avant que le moindre papier soit déposé, avant les audiences, les déclarations et les requêtes déposées au tribunal, Elena savait qu'il lui restait une chose à faire, une dernière chose qui ne relevait pas de la justice. Une conversation, pas avec l'homme que Marco était devenu, mais avec le petit garçon qu'elle avait autrefois porté sur sa hanche. Celui qui s'accrochait à elle dans les couloirs d'hôpital. Celui qui s'endormait la tête sur sa poitrine. Elle devait essayer, juste une fois, d'atteindre encore cette version de lui. Elle n'appela pas. Elle ne faisait pas confiance à ce qu'elle entendrait au bout du fil. Si elle appelait, c'est Valeria qui répondrait. Ou pire, Marco décrocherait pour mentir, ou raccrocher, ou esquiver. Elle est juste arrivée. C'était en fin d'après-midi quand elle s'est garée dans l'allée. Le soleil projetait de longues ombres sur le bitume et l'air était chargé de cette tranquillité presque estivale, trop silencieuse, trop polie. Le jardin était bien entretenu, les haies taillées comme dans un catalogue immobilier. Mais c'était trop propre, trop froid, comme si quelqu'un voulait impressionner un visiteur, pas prendre soin de sa maison. Ses bégonias, ses petits trésors avaient disparu. Arraché, remplacé par du paillis bon marché et une pierre décorative. Le genre qu'on vend en vrac dans les jardineries, par des gens qui ne demandent jamais ce que ça représente. Elle frappa une fois, ferme, sûre. La porte s'ouvrit après un instant. Marco se tenait là, en short de sport et sweat à capuche de marque, un shaker à moitié vide à la main. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais son visage se durcit, sa mâchoire se crispa. « Ma Elena, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle avança d'un pas juste assez pour que la porte moustiquaire les sépare comme une fine barrière, trop fragile pour arrêter quoi que ce soit de vrai. « Je ne te prendrai pas beaucoup de temps, » dit-elle d'une voix calme. « Je suis juste venu dire quelque chose. » Marco hésita. Il regarda par-dessus son épaule, probablement pour voir si Valeria pouvait entendre ou s'il avait le temps de gérer cette interruption. Puis il sortit, laissant la porte se refermer derrière lui. « Écoute, si c'est au sujet de la maison... » Elle leva la main, un seul geste, silencieux. « Laisse-moi finir. » Il se tut. Elena prit une inspiration. Les mots étaient rangés dans sa poitrine, mais les sortir faisaient mal, comme arrachés de vieux pansements. Je t'ai élevé quand personne d'autre ne l'aurait fait, pas parce que j'y étais obligé, pas parce qu'on me devait quoi que ce soit, et certainement pas pour un merci. Sa voix ne tremblait pas. Pas besoin. Sa force venait de sa stabilité. Je l'ai fait parce que j'ai vu un enfant qui avait besoin d'amour, et je lui ai tout donné.
L'expression de Marco vacilla. Il baissa les yeux un instant, puis les releva vers elle, mais il ne dit rien. « Je t'ai donné plus qu'un toit et de la nourriture, » continua-t-elle. « Je t'ai raconté des histoires le soir. J'ai coiffé des tresses à tes figurines. Je t'ai fait des gâteaux d'anniversaire maison. J'ai sacrifié mon sommeil, mes vacances, mes week-ends et mes jours fériés. Je t'ai donné mon corps, mon temps, ma joie. Et jamais, jamais, je ne t'ai fait sentir comme un invité dans ta propre vie. » Elle s'arrêta une seconde. Sa gorge se serra, mais elle ne se laissa pas interrompre. « Et tu m'as remercié ?» dit-elle plus doucement, par une signature et un changement de serrure. Marco se tortilla, mal à l'aise, se frottant la nuque. « T'as signé, maman, je veux dire, c'est pas comme si je t'avais forcé. »« Ne m'appelle pas maman, trancha-t-elle, le ton soudain tranchant. Pas si tu ne le penses pas. » Silence, un de ceux qui s'étirent comme du verre prêt à se briser. Elena recula d'un pas, juste assez pour pouvoir respirer. « Je ne suis pas venue pour me disputer, dit-elle. Je ne suis pas venue pour crier ou pleurer. Je suis venue pour te dire une chose, et ensuite je partirai. » Il la regarda avec méfiance, comme s'il attendait un coup. « Je sais ce que tu as fait, dit-elle, et toi, tu dois savoir quelque chose aussi. » Elle redressa les épaules. Sa voix ne monta pas, mais elle portait un poids qui fit enfin figer Marco. « Je ne suis pas fauché. Je l'ai jamais été, dit Elena, sa voix basse, mais inébranlable. J'ai assez d'argent pour acheter cette maison 10 fois. Le visage de Marco changea aussitôt. Sa mâchoire tressaillit, ses yeux s'agrandirent. D'abord l'incrédulité, comme si elle avait parlé une autre langue. Puis la panique s'insinua derrière son expression, subtile mais bien réelle. Et enfin le pire, la honte. « Je ne le savais pas, murmura-t-il, plus bas qu'elle ne l'avait jamais entendu. « Tu n'étais pas censé le savoir, répondit-elle en levant légèrement le menton. Parce que l'amour, ce n'est pas un business. Et la loyauté, la vraie loyauté, ça ne s'achète pas. Ça ne se vend pas comme un terrain. » Elle laissa les mots flotter dans l'air, s'installer sur lui comme la poussière sur une étagère oubliée. « Mais maintenant je sais, » ajouta-t-elle d'une voix posée, « et toi aussi. » Il ouvrit la bouche pour répondre, expliquer, peut-être même s'excuser, mais aucun son n'en sortit. Sa gorge se débattait dans le silence. « J'ai déjà parlé à un avocat, » dit-elle en reculant d'un pas, prenant assez de distance pour pouvoir respirer sans sentir la culpabilité sur lui. « Ça va aller là où ça doit aller. » Elle fit une pause, non pas pour faire de l'effet, mais pour être claire, pour avoir la paix. « Je suis juste venue, » poursuivit-elle, « pour te regarder dans les yeux une dernière fois. Comme ça, quand tout sera fini et qu'il ne te restera plus que les regrets, tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras qui j'étais quand tu avais encore le choix. » La main de Marco tomba mollement le long de son corps. « Tu vas me faire un procès ?» demanda-t-il à peine audiblement. « Non, » répondit Elena en secouant doucement la tête. « Je vais juste te rappeler combien coûte un vrai foyer. » Et sur ces mots, elle descendit les marches. Pas de cris, pas de larmes, pas de discours final pour le rabaisser. Juste le cliquetis discret de ses talons sur le béton et le rythme constant d'une femme qui reprenait sa dignité. Elle monta dans sa voiture et referma la portière. Pas parce qu'elle en avait fini, mais parce qu'elle ne faisait que commencer, parce que les procès ne font pas peur aux femmes comme Elena. Ce qui leur fait peur, c'est de voir quelqu'un qu'ils ont sous-estimé renaître de ses cendres, plus fort qu'avant, plus sage, plus concentré, inébranlable. 3 mois plus tard, la maison était vide. La lumière du porche ne clignotait plus. Le vent ne portait plus l'odeur de pain de maïs ou de lavande par les fenêtres. Plus de meubles à l'intérieur. Plus de Valéria tournant en rond dans la cuisine. Plus de Marco scotché à son téléphone. Disparu. La nouvelle propriétaire était une institutrice à la retraite de Lafayette. Une femme aux cheveux argentés, aux chaussures pratiques et au cœur marqué par les déceptions. Quand elle entra pour la première fois, elle dit à l'agent immobilier « Cette maison, elle semble lourde, comme si elle avait traversé quelque chose. » Et c'était le cas. Rico avait agi vite, plus vite que prévu. La plainte pour fraude fut déposée et examinée en quelques semaines. Il apporta chaque document, chaque chronologie, chaque note qu'Elena avait conservée avec soin.
La salle d'audience était silencieuse le jour de l'audience. Le juge n'hésita pas une seconde. Les faits étaient clairs, le témoignage limpide, le transfert de propriété s'était fait dans des circonstances pour le moins douteuses, et au pire carrément manipulatrices. Marco ne s'était même pas présenté. Quand le nom d'Elena fut rétabli dans les registres, il avait déjà quitté l'État. Valeria retourna à Dallas, seule. Quand Elena l'apprit, elle ne sourit pas, elle ne se réjouit pas, elle ne dit pas « je te l'avais dit ». Elle expira simplement. Un long souffle lent, comme si quelque chose en elle, un espoir, une blessure, un poids, s'était enfin relâché. Mais elle ne retourna pas vivre là-bas. Cette maison était devenue plus un souvenir qu'un foyer. Trop de fantômes erraient encore dans les coins. Le fantôme du rire de Giorgio, le fantôme des dîners du dimanche qui semblaient chaleureux mais se délitaient lentement. Le fantôme d'elle-même, plus jeune, confiante, pliant des torchons pendant que la trahison s'approchait de l'autre côté de la table. À la place, Elena fit quelque chose que personne n'attendait. Elle prit son héritage, les 9,5 millions de dollars intacts, et le planta comme une graine dans la terre rouge du Mississippi. Elle acheta 3 maisons modestes à Pascagoula, pas grandes, pas luxueuses, rien qui finirait dans un magazine ou sur Instagram. Juste ce qu'il fallait, et elle en fit des refuges, des logements sûrs pour des femmes de plus de 60 ans, des femmes rejetées, expulsées, déplacées, ou simplement abandonnées par les familles pour qui elles avaient tout sacrifié. Elle appela le programme Georgie's Place, en hommage à Giorgio, parce que si Giorgio avait vécu assez longtemps pour prendre sa retraite, Elena savait que c'est exactement ce qu'il aurait fait. Il aurait construit quelque chose de doux, quelque chose de durable, quelque chose qui soutenait les gens quand le monde avait oublié comment faire. Elena disait toujours que Georgie's Place n'était pas juste un toit au-dessus de la tête. C'était un toit au-dessus d'un esprit meurtri, d'un cœur silencieux, d'une histoire que personne n'avait demandé depuis des années. C'est ce que Giorgio aurait fait, dit-elle un jour, en remuant de la sauce dans une poêle en fonte. S'il avait eu plus de temps, il aurait créé un endroit comme celui-ci, doux, simple, sûr. La première femme à emménager s'appelait Rosa, 74 ans, le dos courbé par le poids du temps et de la peine. Son petit-fils l'avait mise à la porte quand elle n'avait plus la force de garder ses enfants 5 jours par semaine. Rosa arriva avec 2 valises et une boîte à chaussures pleine de photos, sa dignité un peu froissée, mais intacte. La deuxième fut Carmen. Sa fille avait vendu sa maison, pendant qu'elle était en centre de rééducation après une opération de la hanche. Elle arriva à Georgie's Place en boitant, avec une colère silencieuse qu'elle exprimait rarement, mais portait comme une seconde peau. Elena les accueillit comme de la famille. Le dimanche, elle leur cuisinait, de vrais repas, pas du tout préparés ou surgelés. Pain de maïs, pois aux yeux noirs, poulet rôti si tendre qu'il se détachait à la cuillère. Les femmes s'asseyaient autour de la table comme des sœurs, leur rire s'élevant dans la maison comme une mélodie. Parfois, elles regardèrent de vieux jeux télévisés, criant les réponses à l'écran comme des adolescentes. D'autres fois, elles restaient assises sur le porche, un verre de thé glacé à la main, échangeant des récits de guerre. Pas des champs de bataille, mais des guerres plus discrètes. Celles dans les mariages, dans les familles, celles pour lesquelles on ne reçoit aucune médaille. Elle n'avait pas besoin qu'Elena explique ses cicatrices. Elle les voyait dans sa façon de se déplacer, gracieuse, tranquille. Dans sa manière d'écouter, pas seulement avec ses oreilles, mais avec tout son être. Dans le fait qu'elle ne s'excusait jamais pour son espace, ses règles, son silence. Elle avait l'allure d'une femme qui avait déjà traversé le feu pieds nus et qui en était sortie plus sage, pas brûlée. Rico passait parfois, surtout quand les papiers s'accumulaient. Il s'asseyait à la table de la cuisine pendant qu'Elena triait les factures et les dossiers des résidentes, grognant au sujet des règlements et des demandes de financement. De temps en temps, il secouait la tête, souriait largement et disait « Faudrait mettre ton visage sur un panneau. Elena Jiménez, elle a transformé la trahison en plan d'action. » Elle riait, agitant une cuillère dans sa direction. « J'ai juste fait ce que ma mère m'a appris, répondait-elle. On ne plie pas quand on est acculé. On prie, on plante ses pieds et on protège sa paix.
Parce que pour Elena, ce combat n'avait jamais vraiment concerné les briques ou les actes notariés. Ce n'était jamais juste une histoire de maison. C'était refuser de laisser un seul acte de laideur réécrire toute l'histoire qu'elle avait bâtie avec des sacrifices, de la ténacité et un amour qui n'attendait rien en retour. C'était une question d'héritage. Un an plus tard, l'arrière-porche de Georgie's Place était devenue son sanctuaire. Elle était assise, enveloppée dans une couverture en polaire, une tasse de thé chaud entre les mains. Le ciel au-dessus de Pascagoula brillait de reflets orange et dorés, comme si le monde entier s'était arrêté un instant pour savourer le calme. Rosa était à l'étage, crochetant quelque chose qui ressemblait à une écharpe, mais qui finirait peut-être en couverture si elle continuait assez longtemps. Carmen était dans la cuisine, fredonnant doucement en rinçant un grand bouquet de feuilles de chou dans l'évier, sa voix flottant par la fenêtre ouverte comme un hymne. Et Elena? Elena était immobile, pas occupée, pas en colère, pas recousue de tâches ou de missions, juste immobile, pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité. Ce matin-là, une lettre était arrivée, pas d'expéditeur, aucune touche personnelle, juste son nom sur l'enveloppe, Elena Jiménez, écrit d'une écriture familière qui lui serra la poitrine avant même qu'elle l'ouvre. À l'intérieur, une seule feuille de papier. L'écriture était un peu tremblante, comme si la personne avait eu du mal à finir chaque mot. Mais le message était clair. J'ai tout gâché, je le vois maintenant. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait de cette façon. Peut-être que je pensais qu'on me devait quelque chose. Peut-être que je n'ai jamais compris ce que tu m'as donné. Je n'attends pas ton pardon, mais je voulais te le dire. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. J'espère que tu vas bien. Marco. Elena lut la lettre 2 fois. Puis, encore une fois, elle ne pleura pas, elle ne s'effondra pas. Elle la plia soigneusement, l'aplatit et la glissa à l'arrière de sa Bible, juste à côté du verset qu'elle relisait toujours quand elle se sentait perdue. « Reste tranquille et sache que je suis Dieu. » Pas parce qu'elle comptait y penser sans cesse, mais parce que certaines choses ne doivent pas être oubliées, juste rappelées sans être revécues. Marco. Rien que son nom sur la page suffisait à réveiller quelque chose en elle, quelque chose de profond et ancien, une douleur sourde mais plus tranchante. Elena relut la lettre lentement, volontairement, comme pour donner à chaque mot toute sa valeur. Lorsqu'elle eut fini, elle ne soupira pas, ne pleura pas, ne murmura rien dans le silence. Elle plia simplement la lettre avec soin, comme elle repliait ses chaussettes quand il était enfant, et la rangea au fond de sa Bible. Pas pour oublier, mais pour se souvenir en silence, pour se souvenir sans rouvrir la blessure, parce que certains souvenirs ne doivent pas rester en première ligne. Certains doivent être rangés, honorés et laissés en paix. Elle ne lui écrivit pas de réponse, elle n'en avait pas besoin. Le pardon, dans le monde d'Elena, ne consistait pas à effacer ce que quelqu'un avait fait. Ce n'était pas une absolution, ce n'était pas faire en sorte que l'autre dorme mieux la nuit. Le pardon était pour celui qui portait le poids, pour celui qui méritait d'avancer. Pour elle, cela voulait dire qu'elle ne laissait plus sa trahison dicter sa joie. Cela voulait dire qu'elle avait enfin desserré les poings autour de la douleur. Elena comprenait maintenant quelque chose qu'il lui avait fallu une vie entière et une maison perdue pour apprendre. On peut élever un enfant avec toute son âme, l'aimer sans limite, lui apprendre le bien et le mal, rester à ses côtés à travers ses colères et ses épreuves, abandonner ses propres rêves pour qu'il poursuive les siens. Et le perdre quand même, pas parce qu'on a échoué, pas parce qu'on n'était pas assez, mais à cause de la personne qu'il a choisi de devenir. Et ce n'est pas à vous de porter cette honte, c'est à lui. Elena s'adossa à sa chaise, le bois de la véranda grinça doucement sous elle. Les derniers rayons du soleil glissèrent derrière les arbres, et les grillons entamèrent leur symphonie nocturne, d'abord hésitante, puis assurée. Un rythme constant, une vie qui continue, malgré les pertes. Elle ferma les yeux et inspira profondément, pas juste pour remplir ses poumons, mais pour atteindre ses souvenirs, pour toucher la partie d'elle qui, un jour, tremblait sur ce même perron. Pour porter le parfum de la cannelle, de la trahison, de la lavande et de la justice.
Ce souffle était une reconquête, parce qu'Elena comprenait maintenant, le foyer n'avait jamais été la maison. Ce n'était pas l'acte de propriété, ni la clé, ni l'adresse sur la boîte aux lettres. Le foyer, c'était ceux qui s'asseyaient avec vous à table, ceux qui écoutaient sans juger, ceux qui n'exigeaient pas que vous méritiez leur amour, mais qui vous l'offraient simplement. Et ici, sur ce perron à Pascagoula, Elena en avait construit un nouveau à partir de rien. Sans signature requise, sans aucun document officiel, juste du cœur, juste des mains, juste la vérité. Alors, si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, si elle a résonné dans cet endroit silencieux où vous gardez ceux que vous avez perdus, aimés ou dû laisser partir, partagez-la. Offrez-la à quelqu'un qui se tient encore dans les décombres, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'on peut reconstruire, que la guérison ne demande la permission de personne. Et souvenez-vous de ceci, le vrai amour ne se vole pas, les vraies mères ne plient pas, et le vrai pouvoir, il ne crie pas, il n'exige rien, il reconstruit silencieusement, délibérément depuis les fondations.